qu'il aimerait transmettre à la jeunesse congolaise que nous sommes et au monde entier, parce que ce livre voyage, tel un voyage à New York. Donc nous allons inviter Prince Arnie Matoko sous vos ovations pour l'interaction. Alors, nous allons procéder par recueillir les questions et l'auteur choisira s'il répondra interactivement ou il préférera récolter les questions et répondre à la fin. Préfériez-vous interagir? Question, oui, interaction. Interaction. Auriez-vous un mot à l'assistance avant de passer à la séance de questions? Alors, je voudrais d'abord exprimer toute la joie parce qu'elle est immense, elle est inaltérable, je n'ai pas dit elle est immaculée, de me retrouver devant ce public, devant l'assistance. Et comme l'a dit effectivement la présentatrice, je sens qu'il y a un bouillonnement foisonnant, des questionnements et des interrogations. Donc je me prête tout à fait volontiers à faire des pieds et des mains, à répondre à toutes vos questions, afin de mieux comprendre la substance moyenne de mon livre intitulé Un voyage à New York. Je vous remercie. Nous allons débuter par cette rangée, ainsi de suite. Y a-t-il des questions par ici? En effet, comme l'avait dit, que des circonstances qui apparaissent comme tristes, alarmantes, décevantes, et même qui nous empêchent de pouvoir voir le bout du tunnel. Mais si vous êtes nombreux à vous retrouver dans cette situation, ceux qui finiront par voir le bout du tunnel, en réalité, c'est ceux qui sont armés de courage, armés de volonté, armés de persévérance, armés de patience. Il faut avoir un esprit combatif. Et d'ailleurs, ce qui m'amène donc à citer un autre grand auteur que vous connaissez très bien, Barack Obama, dans son livre intitulé « L'audace d'espérer ». C'est pour que chacun de nous puisse comprendre que la vie n'est pas un champ de roses fleuries. La vie n'est pas un champ dans lequel on peut facilement ramasser des choses. Mais la vie nécessite le courage, nécessite la volonté, nécessite la persévérance. Et je vais chuter par là, que effectivement c'est pour encourager tous ceux qui liront à travers cette nouvelle et qui pourront tirer de la lumière afin d'avancer dans le ténèbre de l'ignorance, dans le ténèbre de l'absurdité et de l'adversité, dans le ténèbre de la vicissitude, dans le ténèbre des difficultés, que même, quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil finit par apparaître. Et il y a un autre auteur, je chute par là, qui avait dit, il s'appelle Paolo Coelho, celui qui a écrit L'Alchimista. Il a dit, je le convoque pour que vous compreniez que c'est important de lire, parce que les auteurs sont des femmes qui nous accompagnent, donc, que nous accompagnent durant notre pèlerinage terrestre et dans les circonstances dans lesquelles on peut nous retrouver. Je le cite, Paolo Coelho avait dit, lorsqu'on veut d'une chose, même l'univers tout entier conspire pour que vous puissiez l'obtenir. D'autres questions? Par ici? Une question nous passe au milieu. Je vous salue. Ma question serait de savoir, sur tout ce recueil que vous avez écrit, êtes-vous directement touché ou alors vous avez eu des personnes qui ont vécu exactement la même chose? Quand je parle de personnes, ce sont des personnes proches. Et dans le but de nos étudiants. Merci. Merci. En fait, votre question rejoint la question de savoir est-ce que l'œuvre littéraire s'inspire-t-elle de la réalité ou est-elle le fruit d'une simple et pure imagination de l'auteur? La question
La réponse a été donnée par votre cordeau dans son mot préliminaire en disant effectivement l'auteur, quel qu'il soit, s'appuie d'une manière ou d'une autre, soit sur la fiction, soit sur la réalité. Et je peux vous garantir que s'il y a 60 ou 90% de fiction, il y a peut-être 20% de réalisme. Par exemple, Gladys, cadeau empoisonné. C'est une histoire vraie en ce qui concerne l'idée générale. Parce que je me souviens comme c'était hier, je suis encore, je crois, en classe de première ou de terminale à Pointe-Noire. Nous vivions à cette époque au bord de la voie asphaltée ou goudronnée de l'avenue avenue Maringouabi, donc à l'entrée Cam 4. Et à quelques mètres, il y avait une veillée, parce que je venais d'arriver, ça faisait à peine 2 ou 3 semaines, 1 mois. Il y a une jeune dame qui brillait des mille feux et qui venait de rendre l'âme. Et je ne la connaissais pas. Il a fallu, la curiosité m'a poussé de me renseigner, de m'informer. Et vous savez que ceux qui nous connaissent mieux, c'est ceux qui sont proches de nous. Et c'est par là que j'apprends que cette jeune dame serait décédée à la suite d'une rencontre malencontreuse, fatidique et fatale avec un blanc. C'est la seule information que j'ai reçue. Et me basant, m'arc-boutant sur cette information, j'ai été horrifié, j'ai été touché, j'ai été scandalisé. Et ma sensibilité en tant qu'homme m'a amené à comprendre quelle est réellement la nature humaine. Pourquoi nos sœurs s'attellent-elles à s'attacher à des blancs avec tout le mythe qu'on crée tout autour que le blanc serait un homme pétri des valeurs, de douceur, de tendresse, de générosité inestimable. Et malheureusement, c'est ce mythe qui a poussé Gladys et qui a fait d'elle une victime de la mort. Et quand je dis la mort, j'ai été touché qu'on perde la vie parce qu'on n'a pas voulu vivre sa propre réalité et croire à une réalité extérieure. Et c'est ce qui m'a mis donc à écrire. Donc le reste, c'est la fiction. Tout, c'est la fiction. J'ai imaginé l'histoire, les paragraphes, l'intrigue, les digressions, c'est la fiction. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, deuxième de votre question, oui, vous allez rencontrer des écrivains qui vous diront que moi, je n'écris pas pour éduquer. Oui, mais à quoi sert l'art si il n'est pas capable de pouvoir apporter de la lumière aux autres? À quoi sert l'art s'il n'est pas capable de pouvoir éduquer d'une manière ou d'une autre? L'écrivain n'est pas un moraliste, certes, mais moi, en lisant, on peut tirer une leçon de morale et ça peut nous permettre de nous conduire de façon honnête dans la vie. Alors, quand je vous parle pendant des écrivains qui m'ont marqué, je cite leurs pensées. Et pour moi, ces pensées sont des armes positives qui m'ont toujours accompagné durant toute ma vie. Voilà. Merci beaucoup. D'autres questions par ici? Bonjour tout le monde. Ma question va plus s'attarder sur le titre. Moi, j'allais. Oui. C'est juste qu'on parle tous ici, bien et bien, de la littérature congolaise, mais pourquoi le titre va vers des villes exemple? On peut dire, par exemple, retour à Brazzaville, ce genre de choses, mais le titre va ailleurs du coup. Moi, par exemple, une personne, je veux acheter un livre, arriver dans son endroit, je dis bof. C'est juste en blanc, il a fait un livre à New York, après il veut se faire avoir, il a fait ceci, il était à la plage. Nous, au moment qu'on a d'autres choses à faire. Oui. Donc, c'est plus sur le titre. Donc, ça ne me donne pas compte. Par exemple, là, on a eu éclater l'ouvrage, Papa de Serra, ça m'a intéressé. Tout à fait. La façon que vous donnez le titre à l'ouvrage, déjà les jeunes d'aujourd'hui, on se connaît. Nous ne sommes pas trop dans la lecture. Tout à fait. C'est plus la télé, ce genre de choses. Du coup, en voyant tel titre, ça ne m'intéresse pas. Je me dis, ah, c'est juste un blanc, il a écrit pour se faire ça. Or, c'est un Congolais comme moi qui a lu écritement. C'est la bonne question. D'accord.
Donc, c'est la problématique du choix du titre. Vous savez, le titre pour une œuvre, il peut être le fruit de l'auteur lui-même. Donc, c'est l'auteur qui a conçu le titre. Tout comme ça peut être la proposition de l'éditeur qui est un professionnel, qui peut vous dire, je pense que pour des raisons purement commerciales, j'aurais souhaité que vous mettiez tel titre. Je prends l'exemple de L'Enfant Noir de Kamara Lai. Quand L'Enfant Noir, Kamara Lai écrit son roman intitulé L'Enfant Noir à Paris, parce qu'il est étudiant à Paris, le premier titre qu'il avait proposé, c'était L'Enfant de Kouroussa. Le premier titre, c'était L'Enfant de Kouroussa. Mais c'est l'éditeur qui a eu l'ingéniosité de transformer le titre de L'Enfant de Kouroussa à L'Enfant Noir. Parce que l'éditeur avait pensé, si vous laissez L'Enfant de Kouroussa, il va y avoir une limitation géographique uniquement liée à la Guinée. Or, il fallait mettre une concept purement africaine, d'où l'attachement à la couleur. Quant à moi, par exemple, le titre peut à la fois être une porte ouverte sur l'œuvre, mais aussi, il peut aussi être trompeur. Donc, il faut faire excellent avec le titre. Un beau titre ne garantit en rien un beau livre, tout comme un mauvais titre ne garantit. C'est à travers la découverte de ce livre que vous allez entreprendre un voyage interminable à travers l'intrigue, à travers l'histoire, à travers les personnages, à travers les mots, les vocabulaires, à travers la poésie, de sorte que vous allez pouvoir oublier que vous êtes au Congo, alors que vous êtes en réalité, point de vue imaginaire, à New York. Merci beaucoup. D'autres questions, point de question par ici, par là. Merci beaucoup. Déjà, c'est ma première fois de participer à un tel événement. Sincèrement, j'ai été bluffé déjà par les deux dames qui étaient assises là. Déjà, elles sont toutes jeunes. Et le niveau de la restitution m'a vraiment comblé. Mais ce qui m'a encore davantage bluffé, c'est l'intervenant, c'est monsieur Rolf, sincèrement, c'est pas Fabien de sortir. Je ne regrette pas, notamment de mettre Père Gounou. Mais on a eu une autre série sur la gâteau, c'est l'accord d'adresse. En tout cas, vraiment merci pour ce que vous avez fait. En tout cas, prochainement, vous me verrez tout le temps. Moi, je voulais juste intervenir sur un aspect. Déjà, je ne suis pas littéraire, c'est ça? Voilà. Lui et moi, on se connaît, donc c'est ce que je fais. Bien sûr, je suis en train de m'aventurer, notamment d'ailleurs, peut-être que les prochaines fois vous me verrez. Mais au lycée, j'avais appris qu'il y avait deux types de littérature. Elle peut être engagée ou non engagée. Alors, en écoutant les différentes thématiques que vous avez abordées dans ce livre, tout en rassurant ma fille que c'est une belle aventure, parce que quand on s'y met, c'est peut-être certain qu'on peut oublier qu'on est au Congo. On peut même penser qu'on était ailleurs, pourquoi pas même à New York, alors qu'on est encore ici. J'ai aimé votre réponse. Et donc, moi, j'aimerais savoir, par rapport aux thématiques, est-ce que cette belle œuvre était une littérature engagée? Merci. Merci. Ah, la question qui revient toujours. La sans plus éternelle question de l'engagement. Sans plus éternelle question, mais qui a fait la pluie et les beaux jours au XXe siècle.
sous le prisme et l'autorité de deux grandes figures philosophiques et littéraires, à savoir Jean-Paul Sartre et Albert Camus. La question de l'engagement. Alors, lorsqu'on pose cette question, généralement on veut savoir si l'auteur est celui qui prend sa plume comme une arme pour dénoncer, pour fustiger, pour critiquer les maux de la société, pour apporter des mots doux et tendres aux hommes. Mais il y a deux courants qui se sont purement opposés. Le premier courant estime qu'on peut être écrivain et être engagé à la fois, mais il y a d'autres qui pensent qu'on écrit sans être engagé. Il n'appartient pas à l'auteur qui écrit de savoir qu'il est engagé. C'est au lecteur, comme l'avez fait vous-même, c'est à la critique littéraire de pouvoir justifier que cette œuvre est engagée ou pas. Je prends l'exemple des auteurs qui se sont affichés publiquement, vertement, comme Aimé Césaire, dans Cahiers d'un retour au pays natal, et qui dit, vous savez, cette pensée, vous la connaissez, ma voix sera la voix de quoi? Ma voix sera la voix de celle qui s'affaisse dans le cachot du désespoir. Cette pensée, je l'ai apprise depuis la seconde dans le policier. C'est pour dire quoi? Il a utilisé la tête comme une arme. Moi, pour la littérature, n'est pas d'abord une arme pour dénoncer les mots, même si je les dénonce de façon implicite. Et pour moi, d'abord, c'est peindre la société. C'est la peinture de la société. Et vous allez voir que ce sont des micro-images, des micro-photographies, et qui font découvrir juste quelques facettes de la vie sociale. Mais ce n'est pas l'intégralité de la vie sociale. Et celui qui lit et qui se sent concerné, tant mieux. Celui qui lit et qui ne se sent pas concerné aussi, tant mieux. Donc pour moi, la littérature, je dirais comme Henri Lopez, elle n'est ni engagée, ni non engagée, mais elle est engageante. Une autre question par ici. Merci pour la parole accordée. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, ma question est la suivante. Pourquoi n'avez-vous pas choisi d'écrire des romans sur chaque histoire plutôt que la nouvelle qui est plutôt brève? Merci. Est-ce que, madame, vous avez une voix angélique, espère-t-on de vous le dire. Est-ce que vous allez reprocher à quelqu'un de bien vouloir manger sa sac comme moi au lieu par exemple du haricot? Non. Donc ça veut dire tout simplement que la littérature est comme une cuisine dans laquelle chaque auteur qui a faim, il a faim de quoi? Il a faim de la justice, la faim de prendre la parole mais par l'écriture, la faim de l'équité, la faim de la générosité, la faim de l'humanité, de l'humanisme, la faim de dire que je vais faire corps avec l'humanité, comme disait Montaigne. Tout ce qui est humain ne m'est pas étranger. Donc, quand tu vas dans cette cuisine, il vous appartient en toute liberté, la liberté de l'imagination, de pouvoir choisir le plat qui vous convient, les ingrédients qui vous conviennent. C'est ainsi, Platon disait, que les philosophes dorment sur un même lit et ne font pas le même rêve. Ainsi, la nouvelle, c'est un genre littéraire. C'est aussi un plat qui doit être consommé. Si tout le monde écrivait des romans, qui écrit alors de la nouvelle? Or, la nouvelle a plus d'un intérêt, plus d'avantages. Certes, c'est un art très difficile, mais elle a plus d'avantages. C'est que vous pouvez lire une nouvelle en quelques minutes, sans vous fatiguer, sans vous épuiser. Et c'est on appelle ça en fait, les nouvelles ont été des micro-romans, mais avec des exigences, des principes, des règles qui lui sont particulières. Donc, moi, je vous inviterai non seulement à vous
attachez au roman, qui peut parfois être fastidieux, mais vous intéressez aux nouvelles. Et une nouvelle, vous pouvez lire ça en une journée et vous verrez les biens attachés à cette nouvelle. Merci. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Jusqu'à aucun homme, il y a un seul homme qui a posé la question. 2 hommes. 2 hommes déjà. Ah, ok. Merci pour la parole accordée. La première question est celle de savoir tout ce qui est écrit sur dans l'ouvrage concerne que la réalité congolaise ou la réalité universelle. Et la deuxième question est celle de savoir pourquoi vous êtes beaucoup plus attardé sur la prostitution en sachant que nous avons d'autres réalités dans le pays. Donc, il y a une histoire qui circule sur la fille assassinée Alexandra. Au Canada. Je peux prendre un exemple. Si un parent décide d'envoyer son enfant à l'étranger et arrive que tout ne va pas comme les parents le souhaitent, bien sûr, et que l'étudiant ou encore l'étudiant décède, est-ce que nous dirons que c'est une conséquence venant des parents ou encore c'est un choix? Parce que sur la prostitution, il y a certaines femmes qui réussissent leur vie en se prostituant. La femme peut trouver un homme blanc, une race blanche, une race blanche, et réussir sa vie. Mais par contre, la femme, vous êtes beaucoup plus attardé en disant, voilà, la femme, je ne sais pas si je dirais un suivisme en fait. Excusez-moi, mais je vais vous arrêter par là, merci. Merci. Alors, la question de la prostitution. Dans la nouvelle intitulée Cadeau empoisonné, j'ai voulu déconstruire 2 mythes. Le premier mythe, c'est cette forme d'acculturation que nous avons tous hérité de la colonisation, qui nous a fait croire que tout ce qui vient du blanc est bon, est juste, est meilleur. Que tout ce que le blanc nous présente est juste, est bon et meilleur. Et n'oubliez pas, c'est une forme d'acculturation. Ce qui fait que même le marché est inondé de produits à effet inoculant. Parce que les blancs ont étudié la psychologie de la femme noire. En étudiant la psychologie de la femme noire, le blanc s'est rendu compte que nous avons atteint l'objectif. C'est de quoi? De créer le complexe d'infériorité. Ils nous ont amenés à mépriser notre propre couleur. Ils nous ont amenés à mépriser notre propre valeur. Ils nous ont fait croire que vos cheveux ne sont pas bons. Ils nous ont fait croire que votre couleur de teint sombre n'est pas bonne. Ils nous ont fait croire que pour être admiré, convoité, chouchouté, et même pour bénéficier des faveurs liées à un mariage un jour, il faut être dans les bras d'un homme blanc. C'est ça ce mythe-là. C'est ce mythe, je mets en exergue dans cette nouvelle. Tous les extraits de nouvelle de voir que Gladys, quand elle se parle à elle-même, mais quand elle répond à Patrick, elle dévoile ce qu'elle attend d'un homme. Déjà, dans son logiciel, elle exclut tout ce qui est noir comme homme. Elle exclut. Il y en a beaucoup de femmes qui ne rêvent que de ça. Je n'ai pas dit que l'amour n'est que africain. On peut retrouver l'amour partout. Mais ce mythe peut vous aveugler au point de perdre même la confiance et la réalité. De sorte que si vous n'êtes qu'aveuglé comme Gladys, vous allez tomber sur mais qui en réalité n'est pas un ange, mais un démon. Et Patrick, effectivement, n'était pas un ange, c'était un démon, parce que ce Patrick était à l'origine de la mort de Gladys. Deuxièmement, pourquoi je parle de réalité commune? Non, j'ai parlé de l'immigration. Comme vous disiez par exemple, la traversée. Je montre ce qui se passe dans les pays africains. Nous sommes en 2016. L'immigration par voie maritime a été beaucoup plus accentuée suite aux conséquences désastreuses du printemps arabe. C'est pendant le printemps arabe, après le printemps, qu'il y a eu l'ouverture, il n'y avait plus de sécurité, que beaucoup de jeunes noires femmes ont pris la résolution de quitter leur pays pour des raisons sociologiques, politiques, économiques, financières, pour aller trouver le bien-être à l'étranger. Je l'ai également parlé dans un voyage à New York. Francis qui se retrouve à New York. Là, je montre
les méfaits de l'immigration. Je montre les méfaits de l'immigration. Et aujourd'hui, il y a un lien avec Alexandra. Il y a un lien. Parce que je parle de l'immigration. Il y a un lien avec Alexandra. Alexandra est une jeune femme congolaise de la RDC qui a bénéficié d'une bourse. Elle est partie au Canada et puis toute seule, louant avec quelques colocataires. Et voilà, aujourd'hui, malheureusement, tout le monde regrette la mort d'un fille noire. Mais nous sommes ici dans les conséquences négatives de l'immigration. Et ce que j'ai démontré dans un voyage à New York, mais cette fois-ci, celui-ci, c'est un homme qui sera abandonné parce que son tuteur va trouver la mort et il va se retrouver dans la rue comme un sans-abri. C'est pour montrer que le pays que nous tous nous convoitons, les États-Unis, n'est pas forcément un pays où on trouve toujours le bonheur et le bien-être. Les écouteurs ont l'argent, mais on retrouve des SDF partout. Et pourtant, ils sont champions de la justice, de l'égalité et même de la démocratie. Mais les gens sont abandonnés à notre sort. Donc, dans cette nouvelle, je parle de plusieurs thématiques. Tu as l'immigration, tu as la prostitution, tu as la fidélité et tu as bien d'autres choses. Merci. L'avant-dernière question pour gagner en temps. Merci. La question est la suivante. En évoquant le personnage de Patrick, quelle est la leçon que vous voulez donner à nos sœurs qui ont toujours pensé que New York c'est New York? Autrement dit, je dirais, rêver avoir un mari blanc, est-ce forcément une mauvaise idée pour vos sœurs? Est-ce quoi? Forcément une mauvaise idée. Non, c'est pas. Il faut relativiser les choses. Il faut relativiser. Vous savez, j'ai toujours pensé que l'amour est universel. Il ne connaît ni ethnie, ni tribu, ni continent, ni race. On peut trouver son âme. On peut naître au Congo, mais retrouver son âme sœur aux États-Unis. On peut naître au Vietnam, trouver son âme sœur au Congo. Tout est possible. C'est pour dire quoi? Il n'est pas interdit à nos sœurs, si c'est leur destin, de trouver leur homme ou nos frères ou leurs femmes de couleur, par exemple, blanche. Ce n'est pas interdit. Ce que j'ai juste mettre en exergue dans cette nouvelle, c'est d'attirer la clairvoyance de chacun. La clairvoyance. Soyez prudents dans toute relation. Toute relation n'est pas toujours un fleuve tranquille. Il y a des hommes et des femmes qui apparaissent dans notre vie, non pas comme des anges, mais comme des porte-malheurs. Et nous allons chuter avec la dernière question. Bonjour à tous. Alors moi, j'aimerais faire un bon vers arrière pour poser ma question en posant les jalons sur une qui a déjà été posée précédemment. En ce qui concerne la typomanie du livre, notamment un voyage à New York. Je me dis que personnellement, je suis communicant et je sais que tout est communication. Et je n'ai pas vraiment trouvé clairvoyance à le choix du titre. Est-ce que vous, en tant qu'auteur, vous considérez que New York est un Eldorado, encore est un exemple à suivre? Voilà pourquoi vous avez choisi un voyage à New York. Pourquoi pas Paris? Pourquoi pas Hong Kong? Pourquoi pas une autre ville? Oui, etc. Pourquoi seulement New York? Parce que est-ce qu'il y a un message derrière New York? Merci beaucoup. Alors, quand vous lisez un voyage à New York, quand vous lisez La colère du fleuve, la première nouvelle ici est intitulée L'expulsé. Ça, c'est publié en 2018. Là, c'est publié en 2016. Pour ceux qui feront un jour une étude sur ma psychologie, ma personnalité d'auteur, ils doivent se rendre compte que je suis un auteur de l'immigration. C'est-à-dire, l'une de mes thématiques les plus saillantes, c'est la question ou la problématique de l'immigration.
Et je vois l'immigration dans mes nouvelles, non pas comme un Eldorado, mais comme plutôt une arme qui détruit et qui prive l'Afrique de ses fils et de ses filles valeureux ou valeureuses, qui prive l'Afrique de son expertise. Vous allez me dire oui, mais parce qu'il n'y a pas ceci, il n'y a pas ceci. Mais je sais de construire ce mythe qui nous fait croire que pour être heureux, je parle du bonheur, le bonheur. Il y a un auteur, vous connaissez très bien, que j'ai étudié en terminale, en philosophie, Alain dit Émile Chartier. Il a écrit tout un livre uniquement sur le bonheur. Comment être heureux. Si vous posez la question à tous ceux qui sont ici, vous faites balader un micro-trottoir, 70% de gens vous diront le bonheur se trouve ailleurs. Ils sont prêts à se sacrifier pour aller trouver le bonheur ailleurs. Ils sont prêts à voyager. Les raisons n'empêchent pas parce que quelqu'un de voyager. Mais est-ce qu'ils connaissent les réalités de notre côté? Est-ce qu'ils connaissent les vies de notre côté? Est-ce qu'ils connaissent que l'étranger est aussi une forme de gueule du requin? Il faut parfois se préparer avant de se jeter dans la gueule du loup. C'est pourquoi, sans pourtant décourager les gens à voyager, je leur dis attention, l'immigration a des avantages parce que vous partez apprendre, vous partez étudier, vous acquérir de nouvelles connaissances. Mais tout ce que vous allez apprendre en réalité, si vous restez sur place, ça ne servira pas à votre pays d'origine, ça servira au pays d'accueil. Et toute votre fortune ne sera pas à votre pays d'origine, à votre pays d'accueil. D'où, si nous voulons que l'Afrique puisse se décoller, il appartient à chacun de ses fils et de ses filles de pouvoir prendre sa responsabilité et de contribuer à ce continent. Comme il existe souvent chez nous des sessions de rattrapage, nous allons rattraper une dernière question. De discuter autour des écrits autour de l'œuvre. Si, pour commencer, pour nous raviver, on peut encore appuyer pour vous-même. Je commencerai mon intervention pour adresser non les félicitations, parce que je n'ai pas encore écrit un livre ni un recueil de nouvelles, mais adresser mes admirations. Mes admirations à Prince Arnie Matoko pour son œuvre. Pourquoi? Parce qu'avant que nous n'entreprenions ce café du savoir, autour d'un prince à New York, je n'avais pas touché ni connu l'essence et la quintessence des mots mis dans ce recueil de nouvelles. À travers la préparation de cette activité, j'ai pris à loisir le plaisir de lire à haute et intelligible voix ce recueil de nouvelles en présence de ma nièce, qui était chez moi à la maison. Mais tenez-vous bien, tout ce que ma nièce a dit, en fin de compte, tonton, s'il vous plaît, prière de m'envoyer ce livre. Et la réaction de ma nièce, c'est une réaction qui peut arriver à tout un chacun au contact d'un prince, d'un voyage à New York, qui nous rappelle un tout petit peu un prince à New York. Et l'auteur lui-même n'a pas manqué de rappeler ce fait dans la dernière nouvelle qui était un voyage à New York, pour faire un rapprochement entre le titre, un voyage à New York, et le film que nous avons connu tous de notre enfance, Un prince à New York, et cela à la page 145, sauf si je me trompe, à la page 145. Je poursuis pour poser un questionnaire, sinon une série de questions, à savoir avec la limitation du temps. Pour limiter, je prends tout simplement 2 nouvelles, à savoir la première qui est Cadeau empoisonné, et puis la dernière nouvelle qui est un voyage à New York, pour toucher un peu le point A au point Z. Dans Cadeau empoisonné, vous avez fait la narration d'une scène où Gladys fut expulsée de leur
résidence familiale après la mort de leur père. Suite à cela, la mère prit la résolution d'ester les parents en justice, puis se ravisa pour dire non, je préfère préserver la vie de mes enfants que de poursuivre les biens matériels. Et la question que je pose en lisant ce scénario, puisque même dans vos écritures, on se rappelle de votre écriture que vous êtes un homme du droit, parce que vous rappelez les questions touchant les droits de l'homme, vous rappelez les questions touchant, les questions de genre. Et à travers cette œuvre, je me suis posé la question, est-ce que vous voulez là, une fois de plus, nous rappeler sur des questions non saisies par le droit? Pour dire que, oui, on vient de m'expulser de là où j'ai élevé mes enfants par les parents de mon époux, mais je ne peux pas saisir le juge craignant les réalités que nous connaissons, la sorcellerie. Quel est le message, la question que je me pose, quel est le message que vous voulez passer à travers cette peinture de la société? Étant pris, ajouter à cela votre qualité de magistrat, quel est le message que vous voulez passer par là? Et la deuxième question, je vais très rapidement, la deuxième question c'est, je vais prendre, je prends Miyalou, je prends Femme pardonnée. Femme pardonnée. Femme pardonnée à travers le pardon qu'accorde Miyalou à sa femme. Cette femme qui l'a cocufiée, cette femme qui l'a trompée au profit du matériel qu'on offrait. Puisque elle-même finit par dire, elle conclut que le matériel finit par corrompre les mœurs. Les présents finissent par corrompre les mœurs, puisqu'elle a. Mais je dis, quel est le message que vous voulez passer à travers le pardon que Miyalou accorde à sa femme au retour au foyer conjugal? Oui, puisque suite à ce pardon, quelques jours après, Miyalou qui avait déposé ci et là des demandes d'emploi, suite à ce pardon, quelques jours après ce pardon, Miyalou fit appeler pour un entretien d'embauche qui s'est bien passé. Miyalou, après tant d'années de chômage, finit par obtenir un emploi. Et il vécut heureux. Quel est le message que vous voulez passer entre pardon, travail et le bonheur que ce couple a fini par embrasser et à jamais? Merci. Et entre la justice moderne et la famille ou la société. Vous savez, cette nouvelle pose beaucoup d'interrogations d'ordre à la fois social et juridique. Et je tiens à vous rappeler qu'il y a un maître assistant actuellement qui est chef de parcours à l'ENA, qui est en train de rédiger un article sur mon œuvre, La couleur du fleuve, mais sous l'empilement juridique. Donc, il est en train d'extirper dans mon œuvre les aspects juridiques. Et ils vont en constituer un article. Ce qui nous permettrait de passer à un autre grade. Donc, comme vous lisez effectivement, la question du décès d'abord en Afrique, la question de la succession, après le décès de celui qui est considéré pendant longtemps comme un poteau, et quel est le regard de la famille du défunt vis-à-vis de la femme et de ses enfants. Et j'évoque avec une grande tristesse cette histoire. Je ne l'ai pas vécue, mais je l'ai vécue à travers les autres. La souffrance, en réalité, elle n'est pas seulement individuelle. On peut l'éprouver quand nous tous souffrent. Et si vous résistez, on vous chasse manu militari. Une femme qui a construit sa vie, son bonheur, qui a fait des enfants pendant tant d'années, mais malheureusement, elle se retrouve à cause du décès dehors, avec des enfants à nourrir, à prendre en charge. Et cette femme, comme toute personne, était animée par cette soif de la justice. Il dit non, elle connaissait ses droits, comme dit le code de la famille. Il dit non, j'ai droit à une part en tant que femme, en tant que veuve, et les enfants ont droit à la succession. Elle a voulu entreprendre des démarches pour
rester sa belle famille en justice, afin d'être rétabli dans ses droits. Mais après moult réflexions, elle s'est rendue compte que c'était peine perdue. Que même si elle engageait ce combat qui est à la fois herculéen, périlleux, même si elle pouvait obtenir gain de cause, est-ce qu'elle peut empêcher les sorciers à pouvoir décimer ses enfants? Le juge dit aux gens, le juge vous protège selon la loi et pendant la journée et pas pendant la nuit. Ainsi, quand elle a fait maintenant la balance des valeurs, parce qu'il y a ce qu'on appelle la vie, c'est des valeurs. Il faut toujours, chaque fois que vous êtes devant une situation, il faut comparer les valeurs. Entre la valeur des biens matériels, les maisons, tout ce que le défunt a ici, et la valeur des enfants, la vie, qu'est-ce qui est plus important? Elle a compris que les enfants peuvent lui procurer le bonheur, lui apporter tout ce qu'elle a dû perdre à cause de sa belle famille. Elle a décidé de préserver ses enfants au détriment de la justice. Ce que je dis, les jeunes femmes qui sont ici, tant que les mentalités n'ont pas changé, tant que notre logiciel mental n'a pas subi une évolution positive, nous, nos sœurs, nos frères, nos femmes pourront elles subir la même chose. Il faut leur apprendre que le vrai investissement ne se trouve pas dans le matériel, c'est dans l'éducation des enfants. Deuxième question, c'est sur pardonner. Effectivement, le pardon a une force incroyable. Le pardon a une force incroyable. Miyalou, pendant longtemps, était plongé dans le chômage, ne peut pas travailler, mais lorsque sa femme est venue se repentir de ses actes ignobles d'infidélité, Miyalou, qui avait cette âme du chrétien, a décidé de pardonner à sa femme. Mais il ne savait pas qu'en parlant à sa femme, en réalité, il est en train de mettre fin au long cortège des mois de chômage et de pauvreté dans lequel il était plongé. C'est grâce au pardon qu'il a pu retrouver sa bénédiction et qu'il a trouvé un emploi et le bonheur tant attendu, tant espéré a fini par régaler leur foyer. Donc le pardon, c'est une vertu qu'il faut toujours exploiter et utiliser. Et par cette intervention, nous allons clore les interactions entre l'auteur et le public. Nous vous prions de raccompagner l'auteur sous de chaleureuses acclamations. Merci beaucoup à l'assistance. Merci beaucoup, M. Prassane Matoko. Nous allons poursuivre avec le programme du jour. Mais je trouve que la salle est peut-être timide parce qu'il y a beaucoup d'invités. Est-ce qu'on peut encore applaudir très fort pour